J'ai eu la chance, au cours de ma vie, de visiter pas mal de pays d'Europe. Les hasards de la vie ont fait que j'ai étudié à l'étranger, j'ai vécu beaucoup à l'étranger. Donc ça m'a ouvert un petit peu à d'autres manières de voir à la fois et ces cultures différentes et également notre pays, la France, quoi. Moi j'avais des parents qui étaient plutôt franchouillards, comme on dit. C'est-à-dire que quand on allait en vacances dans les régions périphériques de la France, l'Alsace, les Pyrénées, etc., moi la première chose que je souhaitais, c'était aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. De l'autre côté des Pyrénées, d'aller en Espagne, de l'autre côté du Rhin, d'aller en Allemagne, etc., etc. J'ai vécu longtemps en Allemagne, j'ai étudié les langues, en littérature comparée, j'ai enseigné à l'université les langues aussi, donc les langues ouvrent un tas d'horizons. Et je me suis aperçu que plus on parlait de langue, et plus on avait de chances de s'ouvrir et ça veut pas dire de devenir plus intelligent, hein, mais au moins de s'ouvrir et de connaître un petit peu les autres. Les langues véhiculent des cultures différentes. Parallèlement, j'ai toujours aimé voyager, donc j'ai voyagé à titre personnel, hein, dans pas mal de pays d'Europe et plus loin. Je m'étais intéressé beaucoup aux arts plastiques quand j'étais en Allemagne, puisque quand j'étais à l'université, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes contemporains, de côtoyer ce milieu art contemporain, comme on dit aujourd'hui, sans être élitiste d'ailleurs. Et puis, je suis rentré en France en 1982. Entrée d'Allemagne, et j'ai été attaché culturel à la ville du Mans, où j'ai eu en charge, entre autres, au Palais des Congrès. C'était une grosse structure avec une grande salle de spectacle, de fabuleux lieux d'exposition. Et donc j'ai monté beaucoup d'expositions d'art contemporain, que ce soit de la photographie d'une part, que ce soit des plasticiens d'autre part, ou des artistes locaux. On faisait toujours j'aimais bien mélanger à la fois la production locale et puis ce que faisaient d'autres pays, etc., pour créer une sorte de dialogue. J'ai été immobilisé pendant plusieurs semaines en clinique. Donc j'ai commencé à griffonner. J'appelle ça griffonner parce que c'était pas autre chose. Et puis des griffonnages, on a mis un peu de couleur. Et puis quand j'ai quitté la clinique, c'était devenu une mini-galerie parce qu'il y avait un tas de choses au mur. Et c'est pas moi qui voulais les mettre, hein, c'était bon. Et je suis sorti de la clinique et j'ai eu ma première exposition un mois après, à peu près, dans une galerie à Angers. Voilà, donc c'était une phase surtout liée à l'écriture aussi. Alors l'écriture sans contenu, je dirais l'écriture graphique, j'ai toujours été attiré aussi, et on voit ça dans les premières œuvres, comme on dit, que j'ai faites. J'ai toujours aimé les écritures imaginaires, comme on a appelé l'une de mes expos, la calligraphie arabe. Beaucoup la calligraphie arabe, j'aime beaucoup les écritures extrême-orientales, tout type d'écriture. Bon. Donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Voilà. Le plaisir du geste aussi. Plaisir du geste, le plaisir de la forme, puis aussi le côté énigmatique, parce que bon, si j'écris une pseudo-écriture arabe, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais par contre, parfois, ça veut dire quelque chose. J'ai eu une petite anecdote, c'est qu'à une des expos que j'avais faites, ici d'ailleurs à Bordeaux, au boulevard des Potes, au moment du vernissage, il y a quelqu'un qui est venu me trouver, c'était un jeune maghrébin qui me dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez écrit le mot vache ?» J'ai dit, mais je ne suis pas au courant, j'ai jamais voulu écrire vache. Bon, alors ça devient dangereux, comme ça, quand on fait des signes sans savoir ce que ça veut dire, mais j'ai toujours été attiré par ce genre de choses très graphiques. Oui, alors la musique a une influence par rapport au rythme, mais je suis un musicien frustré, donc, mais j'écoute beaucoup de musique classique en particulier, musique baroque en particulier, voilà. Donc j'ai toujours peint avec de la musique. Et
et traduire en gestes le rythme que l'on entend. Il y a ça. Et puis il y a le côté aussi support. Par exemple, j'ai fait une série il y a longtemps sur des partitions de musique. Pourquoi? D'abord parce que j'aime bien aussi des différents supports qu'on pu trouver. Puis j'ai eu l'opportunité d'avoir des grandes partitions d'orgue, c'est-à-dire des partitions de musique en longueur. Et donc c'est un côté très... Les portées sont très structurées. Et puis il y a le geste dessus. Donc voilà, donc c'est toujours à peu près la même technique. Des signes qui naissent du moment, d'une inspiration, oui. Enfin, qui veulent quand même donner une indication d'un sentiment ou d'un mouvement. D'un mouvement rapide. J'aime bien le mouvement rapide, j'aime bien le côté construit et déconstruit aussi. J'aime bien ce côté mouvement qu'on voit dans les premières œuvres. Alors là, on retrouve inconsciemment des influences aussi, c'est vrai, soit de voyage, c'est-à-dire des éléments de décoration ou des éléments issus des mythologies aussi bien africaines que arabes qu'extrême orientales, mais c'est jamais voulu. C'est jamais voulu, c'est après coup, soit je le remarque moi-même, soit d'autres le remarquent à ma place, mais c'est vraiment du spontané. Ça, c'est des formes d'écriture aussi. Je fais ça parallèlement aussi. Voilà, on joue sur la couleur, on joue sur... Il y a une partie hasard, là, qui est toujours présente. Et puis... Qu'est-ce que vous avez à l'esprit quand vous travaillez ça? Rien. Non, c'est ça c'est reposant. Alors même si ça a l'air un peu... pour moi, c'est reposant parce que ça... Je vois après ce que ça a donné, mais j'ai pas d'idée bien préconçue, si ce n'est parfois toujours l'histoire du mouvement et de la couleur. Bon, je me suis remis à voyager pas mal, et puis là, comme je me suis toujours intéressé aussi à la photographie, j'ai quand même je sais pas combien, plusieurs milliers de photos certainement, enfin oui, plusieurs centaines déjà, de photos de différents voyages. J'aime bien les... une fois le voyage terminé, les reprendre, en sélectionner, et puis me mettre à dessiner et à peindre dessus, etc. Parce que ça ravive le souvenir du voyage, encore plus que la photo, parce que la photo, c'est une situation. Alors que là, pour moi, c'est un ensemble global. Voilà. C'est un ensemble sur ma vision de ce voyage. Et donc, je me suis mis à peindre des scènes de ces villes, de ces paysages, on va dire, que j'ai traversés. Sous forme de patchwork, on va dire, c'est-à-dire en utilisant les photos que j'avais prises, et en les retravaillant et en faisant une sorte de composition, voilà, avec à la fois des choses qui pour moi qui sont l'ordre du cliché. Par exemple, je sais pas, sur un truc là autour de Buenos Aires, enfin de l'Argentine. Bon, alors il y a des choses qui sont incontournables. Voilà, par exemple, l'obélisque immense et la grande avenue de l'Indépendance à Buenos Aires. Bon, c'est quelque chose qui marque. Et puis il y a des choses beaucoup plus personnelles, sans que ça devienne intime, mais personnelles, qui ont pour avantage de me rappeler, alors là c'est très personnel quand même, de me rappeler une anecdote ou une histoire ou quelque chose qui m'a profondément marqué. Sans faire de grands mots, ce qu'on appelle l'œuvre ouverte, c'est-à-dire c'est un self-service. On a des choses, on a des bâtiments, on a des animaux. Il y a un récit, il y a mon récit, et puis ça c'est comme dans tout livre, hein. Il y a mon récit, et puis il y a le récit de celui qui le reçoit. C'est vrai que la couleur m'a toujours intéressé. Je pense que la vie est ça a l'air bête de dire ça, mais
c'est gris quand même. Les gens s'habillent tristes, les maisons sont souvent tristes. Et j'aime bien voir, surtout dans des pays, par exemple, où on s'y attend le moins, l'influence de la couleur chez certaines peuplades ou chez certaines personnes ou dans certains quartiers. On a soit traditionnellement de la couleur, soit pour égayer sa vie, c'est tout bête, les gens on trouve que la couleur, c'est peut-être ça améliore leur quotidien. Moi je me souviens de l'image des maisons qu'il y avait dans l'ex-Europe de l'Est, en Allemagne de l'Est en particulier. Ce qu'on lit beaucoup dans la littérature, qu'on voit, c'est l'obsession des murs de briques ou des crépis, gris, jaunâtres, etc., etc. Ça, dans la littérature, on voit ça partout. Et c'est vrai que c'était obsessionnel. Depuis que le mur est tombé, il y a du délire. Il y a des maisons qui sont en violet, qui sont en orange, qui sont, on peut dire, mais c'est complètement kitsch, etc. Mais bon, ça quand même. On parlait tout à l'heure du quartier de la Boca à Buenos Aires. Bon, les maisons avec des façades en tôleau du lait, je pense que les premiers immigrants italiens, etc., ils n'ont pas pensé tout de suite à la couleur, c'était pas leur préoccupation première. Sauf que maintenant, où les choses font quand même un petit peu mieux, même beaucoup mieux pour certains, on essaie d'égayer un petit peu ces vieux quartiers en leur donnant vie, etc. Donc ça m'intéresse. Celle-là, elle est en cours de réalisation. Donc ça, c'est l'Argentine. Donc il y a les dessins qui sont à partir de différentes photos. Là, il y a combien de photos? 1, 2, 3, 4, on met le 5. En tout, ça doit faire... Bon, j'ai utilisé quoi? 20-25 photos qui sont dessinées. Et après... alors ça, celle-là, elle est terminée. C'est plus petit. Ça, c'est Rio de Janeiro. Donc... pareil, avec le sol de Copacabana, le ballon de foot, ça semble indispensable. Pourquoi le drapeau? Parce que le drapeau au Brésil, les drapeaux, il y en a partout. Les drapeaux, c'est un motif de maillot de bain, un motif de sortie de bain, de couleur de voiture parfois. Il y a des pays comme ça qui adorent les drapeaux. Donc voilà, les favelas, les vieilles maisons traditionnelles, toujours avec de la couleur, mais c'est les vraies couleurs, ça. J'ai pas transformé les couleurs parce que je pense que c'est bien de les respecter. Elles parlent d'elles-mêmes, c'est pas la peine de... Au Burkina Faso, il y a aussi un village avec eux, c'est plutôt en les couleurs ocre, les couleurs de la terre, et puis le noir, mais avec des figures géométriques aussi sur les maisons. Donc ils sont dans un environnement aussi. Alors, il y a des significations religieuses, oui, religieuses pour eux, certainement en plus, mais en même temps, il y a un souci quand même de ces couleurs. Chez eux, c'est différent quand même, parce qu'il y a une signification. On peut pas mettre n'importe quelle couleur les unes à côté. Pour nous, c'est pareil. Pour eux, c'est pas pareil. Ça a des significations. Donc, faut faire attention. Alors que pour moi, c'est le jeu des couleurs et c'est tout. Alors parfois, par exemple, il y a des pays où je suis allé, en Inde par exemple, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait une dizaine. Le Vietnam, j'en ai fait 4-5. Si c'est un voyage d'un week-end, j'en ferai peut-être une ou deux si vraiment il y a des choses particulières. Ça dépend. Puis c'est surtout, il faut pas, je souhaite pas me forcer à, il faut que j'en fasse 3, il faut que j'en fasse 4, non, j'en fais si ça me dit, si je le sens bien. Alors il y en a qui vont dire, ça sert à quoi? Peut-être bien, ça sert à rien, voilà. Mais je trouve ça beau.